Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous raconte toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. J'espère que vous êtes bien installés, moi je le suis. J'ai pris un bon café avec mon sponsor, c'est Connor, c'est le chien de Julian Festor, si vous ne savez pas qui c'est. Hmm. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une invitée de choix. Vous l'avez peut-être rencontrée sur tous les plus gros dance floors de compétition d'Europe. Peut-être que vous êtes tombé sur elle lorsque vous cliquiez comme un malade sur le site de Rock pour voir l'Invitational. Elle va nous raconter toute son aventure aujourd'hui. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir aujourd'hui Manon Angonèse. Manon, ça va? Salut Ellie, ça va et toi? Bah écoute, pas mal, hein. Dis donc, je crois que toi, tu es un petit peu comme mon pote Jules, hein. Tu es à la fraîche le matin, debout, il est quelle heure là? 8 heures à peu près? Ouais, c'est ça, il est 8 heures. Je suis levée depuis une demi-heure, une grosse Ok. demi-heure. C'est ta routine, ça, le matin? Ma routine, ouais. Ok. Et tu m'as dit, ouais, t'as un chien, c'est pour ça que tu avais 5 minutes de retard. T'as quoi comme chien? Ouais, un Jack Russell. Ah ouais, ouais, ça c'est du sport pour le coup. Oui, bah ça va, on se complète bien, on se complète bien. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. C'est pas la peine de faire un truc trop élaboré, mais il y a parfois des gens qui écoutent le podcast et qui sont soit pas forcément du monde du CrossFit ou qui peut-être, je sais pas, simplement vivent sur une autre planète. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Je m'appelle Manon Angonès, je suis belge, je suis athlète CrossFit depuis, je vais entamer ma 8e année de CrossFit. En parallèle, je fais de l'haltérophilie aussi à haut niveau depuis maintenant 4 ans et je tiens un gym en Belgique. Voilà. Ça, c'est ton parcours. En plus, je trouve que, malgré le fait que tu parles de haut niveau, t'es quand même modeste. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer. Je me rappelle, c'était au French Rodon à l'époque où tu faisais ce qui était peut-être pas ta première compétition, mais du moins parmi tes premières compétitions, puisque à l'époque, si je dis pas de bêtises, tu étais en scaled. Et déjà à l'époque, tu disais que tu avais envie de progresser et d'atteindre le plus haut niveau. Et c'est un truc que tu as réussi à faire sans souci. Tu faisais quoi comme sport avant, Manon? Avant, j'étais cavalière. Ouais. Je sais que j'ai une théorie hein, sur l'équitation. Hein. Quand je pense à toi, je pense à Marie Robin, je me dis forcément, il doit y avoir quelque chose. Je sais pas, peut-être que ça crée un fitness de fou parce que ça a l'air d'amener de jolies prédispositions. Comment t'as fait pour tomber finalement dans cette discipline qui est le CrossFit? Comment ça arrivé la rencontre? En fait, j'ai commencé à travailler très tôt, hein. Donc, quand on veut devenir cavalier, il n'y a pas d'école pour ça. Il faut juste partir travailler. Je suis partie à 15 ans de chez mes parents pour apprendre mon métier de cavalière, pour vraiment prendre un maximum d'expérience. Et comme un peu, j'ai envie de dire souvent, comme dans tous les sports ou comme dans tous les métiers, quand tu commences très très tôt, tu sacrifies énormément. J'ai pas vraiment eu d'adolescence. J'ai travaillé beaucoup. J'ai fait énormément de sacrifices. J'étais loin de mes parents, j'étais loin de mes amis. Enfin, je me suis retrouvée vraiment dans ce que je voulais faire. Mais c'est un milieu d'argent, le milieu du cheval. Et j'ai vraiment eu un trop plein en fait. Ça a été trop. J'ai eu trop d'histoires, c'est toujours des histoires d'argent. Et à mes 22 ans, j'ai fait un genre de burn-out, je pense qu'on peut appeler ça. C'était trop, c'était plus possible pour moi. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et j'ai entamé une formation de préparatrice physique pour marcher un peu dans les traces de mon père. Et mon maître de stage faisait du crossfit. Voilà, c'était un des rares à l'époque qui faisait du crossfit au Luxembourg. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est lui qui m'a initié. On a fait un WOD et puis j'ai dit plus jamais, c'est horrible. Et puis le lendemain, je recommençais. Et depuis, voilà. C'est cool. Tu parlais de marcher dans les traces de ton père. C'est quelqu'un qui était sportif également ou qui était entraîneur? Oui, mon père, ça, le sport, ça a toujours été la priorité numéro un dans sa vie et dans la nôtre. Euh, il est entraîneur de foot. Bah là, maintenant, il est à la retraite, mais il a été entraîneur de foot toute sa vie. Il a été joueur quand il était plus jeune, joueur pro. Et puis, il a été entraîneur et pompier aussi en parallèle. Ok, ah ouais, donc c'est bien un mode de vie actif. En tout cas, ça a bien imprégné, ça a bien imprégné ton ADN, parce que
mine de rien, à partir de combien d'années de pratique tu as vraiment atteint, on va dire, un niveau international? Parce que ça fait quand même plusieurs années que tu trustes tous les gros rendez-vous. Moi, je me rappelle, on va peut-être revenir rapidement sur ça, mais l'année 2019, normalement, notamment au French, moi, je me rappelle du haut de la finale avec cette fameuse dumbbell qui faisait peur à tout le monde, où tu as montré que dans certains domaines, il y avait un gap entre toi et les autres, parce que toi, tu as jonglé avec cette dumbbell. Ce stade de développement où tu as senti vraiment que tu commençais à grimper, ça arrivait vers quelle année pour toi? Ça a commencé déjà en 2018. On avait les derniers regionals à Berlin et j'étais qualifiée pour les regionals, ce qui était l'objectif, mais sans objectif de performer absolument à un certain classement. Et je finis quand même 12e. C'était quand même les regionals, c'est le plus dur d'Europe. C'est l'Europe du Nord. J'étais avec toutes les filles d'Europe du Nord, quoi. Donc c'était, pour moi, à partir de là, je me suis rendu compte que des portes allaient s'ouvrir en fait et que j'étais sur la bonne voie. Et c'est vrai que 2019, ça a été une saison incroyable parce qu'on avait les sanctionals à ce moment-là. Et donc j'ai eu la chance de faire plusieurs grosses compétitions l'une à la suite de l'autre où j'ai fait vraiment résultat sur résultat. Donc je dirais 2019, ouais. Ok. Et pour autant, moi j'ai suivi ça que de loin, parce que on se parle, on se connaît, on se croise souvent, mais finalement on se parle peu. La distance et à mon avis, nos vies bien rodées n'aident pas. Mais je sais aussi que tu es passé par une période de doute aussi à la sortie de 2019, je crois peut-être de 2020, pour tout un tas de raisons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as réussi à dépasser ça, ok, pour te remettre dans le bain. Parce que finalement, tu aurais pu avoir un trop-plein comme l'équitation et puis partir sur autre chose. C'est quoi qui t'a accroché, qui t'a gardé? Mais en fait, la période de doute que j'ai eue, c'est début de cette année. C'est après, en fait, au quart de finale, si tu veux, on s'est trompé dans la deadline pour le premier jour. Donc voilà, on est quelques-uns à s'être fait piéger avec le changement d'heure et j'ai fait partie de ces athlètes-là. Et ça a été un énorme coup dur en fait, parce que je chasse les games depuis longtemps. 2019, normalement je devais y aller. 2020, il y a eu le Covid. 2021, tout est passé online. Je suis passée à 2 places. Donc 2022, c'était l'année où c'était bon, il fallait y aller. Il y avait d'autres options. Et non, voilà, on a fait une erreur humaine. Et ouais, ça a été assez violent en fait, parce que aller du jour au lendemain, j'ai pas pu me qualifier pour les semis à cause de cette histoire de deadline, pas à cause de mon fitness. Mon fitness n'avait rien à voir là-dedans, j'étais prête, j'étais en forme, mais ma tête a fonctionné totalement autrement en fait. Elle s'est vraiment dit que j'avais pas ma place là et que les portes des games ne s'ouvriraient finalement peut-être jamais à moi. Et bah écoute, je suis passée au travers sans abandonner. J'avais pas dans l'idée d'abandonner, mais je me suis concentrée sur autre chose. Je me suis concentrée sur l'haltéro parce que j'avais les championnats d'Europe dans la foulée. Ok. Et ça m'a pas mal aidé quand même à garder les pieds sur terre et à ne pas vraiment tout arrêter. Maintenant, je pense que je pourrais jamais tout arrêter en fait. Mais oui, c'est vraiment en me concentrant sur un autre objectif pendant un certain laps de temps et je suis revenue un peu dans le game parce que je me suis pris une petite claque au French Throwdown. Parce que j'ai cru que j'allais pouvoir. Enfin, non, j'ai pas cru que, mais voilà, j'étais là au French dans la finale, j'étais dans les 10 dernières et je veux dire, toutes les filles, elles s'étaient vraiment entraînées fort. Moi, j'avais fait 4 mois d'haltéro et je me suis pris une claque et là, je me suis dit, ok, il est temps de remettre un peu l'église au milieu du village. Maintenant, on va s'entraîner vraiment et ça va chauffer. Ouais, je pense que c'est très cool. En plus, si je dis pas de bêtises, tu fais référence à l'année où tu fais référence là à 2019. Non, c'est la victoire de Jacqueline. À quelle année tu fais référence pour le French? Celle où t'as pris la claque. Ah non, c'est cette année que j'ai pris une Cette claque. année? Ah, désolé, dans ce cas-là, pour la claque, c'était pas l'objectif. Mais en tout cas, c'est cool parce que tu as réussi à te remettre du coup bah, dans le bain. Et puis, franchement, de quelle manière? Parce que je me souviens, donc, quand moi j'ai commencé à regarder avec la petite équipe avec laquelle je travaille là, sur All Out Mindset, parce qu'on est une petite équipe maintenant, petite équipe de bénévoles. Je passe le coucou à Gauthier, à Tom, et bientôt on aura une nouvelle recrue dont j'aurai l'occasion de parler. Et donc lui, tout de suite, dans les personnes qui étaient en liste dans les qualifications, il dit, ah là, il dit à Manon qui est là, qui est bien positionné, qui fait des gros scores. Et moi, j'en étais resté
à cette époque-là, au dernier post que j'avais pu lire, etc., qui m'avait marqué. Et je me suis dit, ah, ok, cool. Elle a faim. Le requin a retrouvé ses dents et elle va revenir du coup à la compétition. Et puis voilà. Et puis à nouveau, de quelle manière? Parce que si on parle juste pour que vous compreniez, le Rogue Invitational, au niveau de la qualification, vous avez un parterre d'athlètes qui est très resserré, 20 places en tout. Il y a 10 places qui sont des invitations, donc c'est comme dans Mortal Kombat. 15, 15. 15, sorry my bad, qui sort des invitations en fonction des performances que les athlètes font au CrossFit Games. Donc c'est vraiment le haut du panier, ce sont les tout meilleurs athlètes de la discipline qui sont conviés. Et puis vous avez donc une autre petite fenêtre de tir pour permettre à des athlètes qui vont être eux issus des qualifications, ok, de rentrer. Et puis on sait que, enfin je veux dire, aujourd'hui en tout cas, même des athlètes qui n'ont pas réussi à se qualifier au CrossFit Games, de par le système de qualification, de par la pression qu'il y a, et puis de par la marge de manœuvre en termes d'erreur qui est toute petite, en fait, en vérité, on peut être un athlète de classe internationale et avoir manqué les Games. Bon, en tout cas, tu n'as pas manqué ce rendez-vous-là, puisque même s'il y a eu un petit peu, il y a eu chaud à un moment donné, tu Ouais, as réussi à bien négocier ton virage, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. En fait, je me suis vraiment rendu compte avec les Rogue Invitational, parce que oui, les games, c'est sûr, c'est ce que j'ai toujours visé, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais en fait, il y a plein d'autres compétitions, notamment les Rogue Invitationals, qui pour moi, j'ai pas encore fait, mais de ce que j'ai vécu au Rogue, ça a l'air même encore mieux, parce qu'on n'est que 20. Il n'y a pas toutes les autres catégories, donc c'est vraiment toute l'attention est tirée sur les 20 meilleurs du moment, hommes, femmes. Et, euh, et voilà, en fait, si, peut-être que moi, ma malédiction, ce sera de ne jamais aller aux Games. On sait. Mais si en contrepartie, je peux gagner les Rogues 3 fois de suite, imagine, genre c'est génial. Donc, c'est pas parce qu'une porte se ferme que toutes les autres sont fermées, en fait. Ouais, carrément pas. Et puis en plus, tu sais, sur cette compétition en particulier, je suis loin de tout connaître de l'organisation des Rogue Invitational, mais en fait, il y a quand même beaucoup de ponts avec les CrossFit Games, parfois dans les personnes qui interviennent dans l'ombre pour permettre de faire en sorte que la compétition fonctionne. Je sais qu'il y a des grands cadres qui travaillent au Rogue Invitational, qui sont aussi très impliqués dans l'organisation des Games. On a pu en parler aussi dans un autre podcast qu'on a fait, mais tu vois, je trouve que c'est l'une des seules compétitions. Par exemple, le fait qu'ils aient mis un Heavy Grace, ils ont refait une connexion avec les Games, parce que c'est là la dernière fois qu'on avait vu une version de SOWOD. On reparlera des épreuves et de comment tu les as vécues, mais notamment la première épreuve, je trouve qu'elle est vraiment dans la veine de ce qu'on aurait pu voir aux Games. Donc, tu vas voir, pour moi, c'est que de très bon augure. Et je ne crois pas du tout en cette malédiction. Tu vas voir, tu vas envoyer la sauce 2023, va être ton année, je suis persuadé. Ah, Un autre changement, pardon, un autre changement qui s'est produit, euh, et tu vas me dire si c'est un changement qui pour toi est important ou anecdotique, c'est le changement aussi de programmation ou de coach que tu as pu suivre. Pendant des années, tu as été suivi par un très bon ami à moi qui s'appelle Mathieu Dubroc, au travers de sa programmation Force 5, si je ne dis pas de bêtises. c'est juste. Et yes, c'est excellent, c'est excellent. Et depuis cette année ou depuis quelques mois, tu es suivi par un autre très bon ami à moi, donc je suis très content, qui s'appelle André Houdet et qui a une programmation qui s'appelle No Shortcut. Alors, je voulais, sans rentrer dans le pourquoi de ce changement, parce que pour moi, au bout d'un moment, quand tu es un athlète, une fois que tu as pris ce que tu avais à apprendre auprès d'une personne, si toi, tu veux continuer à avancer, c'est évident qu'il faut aller chercher de la matière ailleurs. Mais néanmoins, en dehors de ça, est-ce que vous êtes en train de construire une vraie relation coach-athlète avec André? Est-ce que c'est finalement que sa vision de la programmation qui t'intéresse? Voilà, c'est quoi ton état d'esprit vis-à-vis de ça? Oui, bah, en effet, j'ai travaillé très longtemps avec Force 5, ça s'est toujours très bien passé. Puis j'ai voulu explorer un peu d'autres pistes, travailler avec des coachs plus aéro, un coach gymnastique, un coach haltéro. J'ai un peu tout mélangé et c'était très intéressant, mais c'était pas non plus le plus simple à mettre en place. Euh, j'ai longtemps cherché un peu la programmation qui me convenait. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. Là, récemment, j'ai commencé à travailler avec nos shortcuts que j'avais déjà en tête depuis quelques mois. Je laissais juste passer l'altéro qui prenait de la place à ce moment-là. Et oui, on est en train de construire vraiment une relation coach-athlète, euh, tout en calculant que je reste quelqu'un de très indépendant. En fait, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'un coach qui est tout le temps derrière moi à me dire quoi faire.
Voilà, j'ai quand même bientôt 30 ans, tu sais, donc je suis plus une enfant, je me débrouille. Et, mais ce que j'aime dans sa programmation, c'est que c'est quelqu'un de très carré, qui a beaucoup d'expérience, qui construit très très bien ses cycles. Et même si là, on est dans une préparation plus compétition, parce que j'ai encore des compétitions qui arrivent, euh, je veux dire, en général, je veux dire, j'ai toujours suivi nos shortcuts comme c'est écrit dans la programmation, accessible à tous ceux qui s'inscrivent. Euh, et les cycles sont incroyablement bien construits. J'ai pas forcément besoin de modifier et de personnaliser pour moi. J'ai la chance de ne pas avoir de gros trous dans mon fitness, donc j'ai pas besoin d'insister sur un point en particulier, à part peut-être la natation. Là, j'ai vraiment besoin d'insister, c'est clair. Mais bon, là on sort du domaine d'André. Euh, mais oui, c'est clair que ça a changé beaucoup de choses. Je dis pas que c'est la programmation parfaite, il y en a pas. Peut-être que pour moi, c'est celle qui convient le mieux, mais ça conviendra peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Mais c'est surtout que en revenant des French Throwdown de cette année, j'ai vraiment recommencé à m'entraîner comme je me suis toujours entraînée en fait. Donc vraiment avec un focus 300% sur les performances que je visais. Oui. Mais moi, ça me surprend pas que tu puisses, au-delà de la programmation, parce que si je suis complètement transparent avec toi, c'est une programmation que je connais pas ou peu. Je connais André, on échange pas mal, connais un petit peu sa manière de voir la programmation, et notamment pour les athlètes qui font de la compétition. Et je le rappelle, ça n'a rien à voir de programmer pour un athlète qui fait de la compétition à haut niveau, dont la performance c'est le métier, et de programmer pour un athlète même très bon, mais qui a pour objectif, je veux dire que si votre objectif c'est de on va dire, de vous qualifier au French Rodon, même dans une catégorie qui est élevée, franchement, vous avez le plus souvent pas besoin d'une prog personnalisée, vous avez besoin d'un environnement qui vous pousse et vous avez besoin d'attaquer vos faiblesses. Par contre, si votre but, c'est d'être certain de terminer dans le top 5 du French et d'aller chercher les grandes compétitions internationales et que votre performance, c'est une grosse partie de votre quotidien, oui, là, il va falloir commencer à creuser sérieusement parce que pour vous amener à ce niveau d'expertise, finalement, je pense qu'il y a que très peu d'individus qui ont l'expérience qui va faire que vous reconnaissez là-dedans. Mais par contre, je ne suis pas surpris que ça matche, parce qu'effectivement, comme tu dis, André, c'est un mec, lui aussi, à mon avis, assez indépendant, assez rigoureux. Et je pense que vous avez un point commun, c'est qu'André, pour des raisons très différentes d'Étienne, mais cet objectif d'aller au CrossFit Games, par exemple, tu sais, il l'a vraiment cherché avec les tripes pendant des années et jusqu'au moment où il en est actuellement et où je lui souhaite encore d'avoir une belle carrière pendant quelques années. Et moi, j'en parlais il y a pas longtemps. On va revenir dessus avec cette qualification au Rogue Invitational. Mais je crois que quand tu as atteint le plus haut niveau, tu vois, et bien ensuite, à partir de là, psychologiquement, ça te libère et que même tes performances, finalement, elles prennent un gap de ouf parce que, notamment si je pense à toi qui t'entraînes souvent seul, tu vois, alors c'est bien parce que du coup, au moins, t'es pas biaisé par quelqu'un d'autre. Mais ce qui est de cool, c'est que là, une fois que tu es autour des autres, bah, tu te rends compte que oui, elles sont sans doute très fortes d'un côté, mais que c'est pas des mutants et que du coup, ça peut te libérer, tu vois, totalement dans ta perf, concrètement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, c'est vrai que quand on n'a pas encore eu l'occasion de faire son entrée sur la grande scène, donc on peut faire tous les sanctionals de la Terre, on peut faire les French chaque année, on peut faire les Madrid et tout. Je veux dire, c'est des grosses compétitions, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, tant que tu t'es pas défendu un petit peu dans les 20 meilleurs du monde, tu sais pas vraiment de quoi tu es fait, tu sais pas vraiment ce que tu vaux, mais une fois que tu l'as fait, tu te dis, OK, là maintenant j'ai ma place là, et il est temps qu'on level up un petit peu dans la tête. Voilà. Level up. Ok, on rentre un petit peu dans le détail de la compétition. On va essayer d'en faire un truc pas trop soporifique parce que la compétition est désormais derrière nous. Mais néanmoins, il y a eu quelques moments, je trouve, qui sont un petit peu clés. Je t'avoue que j'ai rodé au travers du stream, etc., pour qu'on puisse un petit peu exploiter certaines images. Mais je crois que le premier point, c'est l'annonce finalement d'un premier event de la compétition qui se fait finalement plus tôt que ce qui était prévu au départ. Cette épreuve, c'est un trail. Comment est-ce que ça a été annoncé? Est-ce que tu as été surprise? Est-ce que psychologiquement, ça t'a mis un coup, entre guillemets, cette épreuve surprise? Non, on s'y attendait, on savait très bien qu'on allait courir parce qu'il nous avait dit de prendre des chaussures de trail avec nous.
Donc on s'y attendait. Et on sentait le truc venir avec le GoRuck parce que bah, forcément, ils travaillent en partenariat avec eux. Donc on s'attendait à un gros trail avec le sac. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi tôt le matin. Ok, vas-y, raconte, c'était à quelle heure? On est parti à 6h30 du matin. On avait quand même 2h30 de route, donc ça va, on a pu dormir dans le bus. Mais Ok. Mais après, c'était pas plus mal, il faisait un peu moins chaud parce que en pleine journée, là où on était, c'était un peu dans le désert, enfin voilà, un peu dans les terres du Texas. Donc c'est clair qu'en pleine journée, ça tape quand même bien. Mais non, je veux dire, ça m'a pas spécialement mis un coup en sachant qu'on allait avoir un quatrième jour. Moi, justement, je me suis dit, c'est cool, au moins je suis au Texas pour 4 jours de compétition. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est 4, donc c'est encore mieux. Ça fait encore plus de temps pour profiter de l'expérience. Mais je sais bien qu'il y en a qui n'étaient pas forcément ravis à l'idée d'avoir 4 jours dans les jambes. Oui, j'ai vu Del Spiegel sur cette épreuve, elle avait pas l'air de passer spécialement un grand moment. Est-ce que toi, il y a une partie de cette épreuve-là sur laquelle tu as davantage souffert ou une partie qui t'a, à l'inverse, aussi un peu plus fait marrer? Je pense, je sais pas, au transport de sacs de sable qu'il fallait faire passer par-dessus une barrière ou au fait de courir avec le sac lesté. Voilà, c'était quoi tes impressions? Bah déjà, courir avec le sac lesté, non, ça m'a pas fait rire, non. C'était pas drôle. Mais ce qui était vraiment drôle, c'est que, en fait, on est arrivé donc, au Cypress Mill Ranch en petite navette de bus, Ok. euh, chauffée. Et puis après, on a repris des bus pour nous emmener à un certain endroit. Et ils nous ont déposés au milieu de nulle part. On ne savait pas si c'était là la ligne de départ ou pas. Puis ils sont arrivés avec des buggy, parce qu'en fait, la ligne de départ était beaucoup plus loin. Mais c'était tellement un endroit 100% trail que les bus, genre, ils n'auraient jamais pu passer. On est arrivé, à un- on est arrivé sur un replat avec les buggy. Puis à un moment, le buggy, il a viré à pic, comme ça, sur une descente. Mais pendant bien 800 mètres, presque 1 kilomètre. Et là, on s'est dit, bordel de merde, si la ligne de départ est tout en dessous de ça, ça va être. Et on est arrêté tout en dessous de cette descente. Et là, on a mis les sacs, ils ont tagué la ligne de départ au sol, ils ont dit, tenez-vous prêts dans une minute, on est parti. Et puis, on est parti. Mais pendant 1 mile, ça a grimpé comme ça, à sec, d'un coup, comme ça, presque à froid, parce que bah, il s'est passé presque 20 minutes entre l'échauffement et la ligne de départ. Donc, cette partie-là était vraiment très difficile pour tout le monde, hein, pas seulement pour tout le monde. Et puis en haut de la côte, on enlevait les sacs et puis on continuait notre trail sans le gilet. Euh, je suis contente du pace que j'ai réussi à tenir parce que la course à pied, ça a été un point fort dans mes débuts du CrossFit. Et puis forcément, bah, avec l'entraînement haltéro, c'est pas les mêmes fibres qu'on recrute, c'est pas les mêmes fibres qu'on entraîne. Donc j'ai pris pas mal de retard là-dessus. Mais on est en train de le travailler énormément avec André. Et là, j'ai vu une grosse amélioration. Donc, j'étais vraiment contente du pace que j'ai réussi à mettre. C'est clair que je suis pas dans les plus rapides du fil là. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les filles, on en parlait encore avec André, les 10-15 premières des Games, elles courent à une vitesse, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est c'est limite un pace de compétition pour des bons trailers en fait. On se rend vraiment pas compte. On se dit ouais, c'est rapide, mais c'est pas ouf. Mais si, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Parce que j'ai bien couru, mais elles ont vraiment couru très, 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 très vite. Et puis, ça, on en parle peu, mais c'est quand on parle par exemple du level 1, on parle un peu de la variance à l'entraînement, on reste très focalisé sur l'idée que les trucs qu'on varie le plus, c'est tout ce qui est en lien avec la production de puissance et du coup ton intensité. Donc, je reviens pas dessus dans les détails, mais après, on met des critères qui sont secondaires. Et dans les critères qui sont secondaires, il y a l'heure de la journée, il y a à jeun, pas à jeun, il y a musique, pas musique, ça a l'air con, et il y a le terrain. Et typiquement, quand même, pour le monostructurel ou pour la nage, tu vois, piscine versus eau vive, plat versus, bah, voilà, comme tu dis, un truc un peu escarpé, la montagne, Ouais. bah, plus tu vas monter en gamme, plus les mecs qui programment vont essayer de te piquer sur ces facteurs-là. Et ouais, il n'y a que l'expérience qui peut t'aider à avancer là-dessus, ça, c'est ouf. Ouais. Cool. En tout cas, ça, c'était plutôt une bonne entrée en matière, au moins dans le sens où tu avais le temps, quelque part, de rentrer dans la compétition. Et puis ensuite, deuxième épreuve, où là, je te dis, moi, je pense que tu peux vraiment être fier de toi. La deuxième épreuve, c'est celle qui vous a opposé notamment à ce fameux bar muscle-up qui se faisait sur une fat bar. Écoute, Ouais. apparemment, en termes de skill, comparé à d'autres, tu n'étais pas en retard.
parce que voilà, j'ai quelques images de toi. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est la première épreuve, c'est court, comment ça se passe dans ta tête? Moi, je trouve ça génial en fait, parce que c'est tout le principe du CrossFit, genre, c'est être préparé à des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et au dernier moment en fait. Donc on est toutes sur le même pied d'égalité. Genre, on nous sort une fat bar, personne s'y attendait. Et c'est là où tu vois la différence entre certains athlètes. Il y en a qui ont paniqué, il y en a qui ont vraiment fait la gueule. Et il y en a d'autres, comme moi et comme pas mal d'autres, qui se sont dit ok, c'est cool, on fait du crossfit, on doit s'adapter, puis c'est parti. Mais cette épreuve-là était vraiment chouette en fait. Moi, j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment que dans ce genre de compétition que tu vois des idées comme ça sortir et c'est génial de se tester par rapport à des trucs que tu n'as jamais fait encore. Puis en plus, je trouve que ce qu'il y a de beau dans cette épreuve-là, déjà, c'est que par rapport à la tâche, c'est qui est de franchir un objet, on revient complètement dedans. Je trouve qu'en plus, le challenge est cool, alors que, tu vois, c'est pas un truc qui a dû coûter 1 milliard, tu vois, à organiser pour trouver un challenge qui est chouette. Je suis sûre que ça Euh, une barre de traction. et alors, ouais, moi, j'aime pas bitcher sur les athlètes, mais par contre, tu m'as dit que tu en avais d'autres qui étaient contents d'être confrontés à quelque chose de neuf. Est-ce que tu as une athlète féminine de ton field où tu t'es dit, ah ouais, sur l'état d'esprit, elle, quand même, elle est cool, peu importe ce qu'on lui met sur l'assiette, elle a envie d'y aller. Est-ce quelqu'un qui t'a marqué un peu comme ça? Euh, oui, j'ai beaucoup de similitudes avec Emma McCabe. On est relativement pareil un petit peu dans le mindset. Oui, définitivement, je dirais Emma. Ouais. Cool. Et là, je sais pas si tu l'as reconnu, mais franchement, je trouve que pour une entrée en matière, tu es à côté de Prévost, qui est une athlète canadienne et francophone, prof de PS, ok, de son état, très très peu connue en Europe et puis même très peu mise en avant lors des Games, alors que c'est une athlète qui a une expérience du très haut niveau qui est juste incroyable. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, franchement, c'est quand même une chouette entrée en matière d'être côte à côte avec cette fille-là, parce qu'elle est Ouais. vraiment cool, quoi. Oui, on s'entend bien avec elle. Je l'ai déjà rencontrée à Dubaï et oui, je m'entends très bien avec elle. Cool. Qu'est-ce qui a marqué sur ton mail? On peut regarder un peu? C'était pour les 2 ans de notre garage gym, en fait. Voilà. Ah, Ah attends, ouais. attends. Voilà. Oh, dis donc, c'est bien un petit peu de câlin. Bon, en tout cas, là, en anglais, ils disent tu avais pop ta cherry, c'est-à-dire que là, ça y est, c'est bon. La compète est lancée. Et Mm. ça nous a amené, du coup, le soir avec ce qu'ils ont appelé l'épreuve du back attack, qui, moi, je Ouais, te le dis honnêtement, d'un œil extérieur, m'a vraiment choqué. ouais, Euh, Vraiment, hein, parce que c'est peut-être pas l'épreuve à observer qui est la plus impressionnante, jusqu'au moment où on se rend compte un petit peu des poids qui sont développés par les athlètes. Et là, tu me diras si je me trompe, je crois que vous êtes chez les filles à 125 kilos sur du back squat. mm. Les garçons ont été à près de 180 kilos. Et ça bouge vite, quoi. Ça bouge très, très vite. Ouais, c'est clair. Moi, ça m'a vraiment choqué aussi. En fait, c'est là où on voit la différence entre notre continent et le continent américain un peu. Parce que, je veux dire, ce genre de WOD là, chez nous, en Europe, avec les mêmes poids, je veux dire, j'aurais sûrement été dans le top 3. C'est pratiquement sûr. Mais là, les filles, elles back squat 125 kilos comme si c'était rien du tout. C'est vraiment impressionnant. C'est limite du touch and go et je trouve ça dingue parce que je veux dire, je suis forte, mais elles sont vraiment, vraiment fortes. En force pure, elles sont très, très, très impressionnantes. Ah, c'est pour ça que j'avais pris cet extrait vidéo, parce que, en fait, c'est le tout début de la compète. Donc, si on se remet un petit peu dans le cadre de ce qui était recherché dans cette épreuve-là, bah voilà, en gros, il y a un volume de back squat qui va en descendant, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc là, sur la série de 5, les filles sortent en moins de 30 secondes. Toi, j'ai aucun doute sur le fait que tu es extraordinairement forte. Et pourtant, voilà, il y a un petit delta. Mais ça, c'est aussi, je pense, hein, c'est l'omniprésence des sports de force, de la culture de lever de la charge, de l'haltérophilie, même dans le college sport. Et ouais, les Américains sont souvent très, très bons dans ce type d'exercice. Oui, c'est clair. Et puis, il y a le physique aussi. Je veux dire, moi, on trouve que je suis déjà costaude en général, mais là-bas, je suis la plus fine du field. Hein. Je suis vraiment très, très fine par rapport aux Américaines. C'est vraiment pas. Je pense que c'est pas la même alimentation, c'est pas la même génétique, c'est pas pareil en fait, mais voilà, elles ont des cuisses 5 fois comme les miennes.
Tu vois, à partir de maintenant, on t'appellera Manon la demi-portion. Dans ce film, ouais, c'est presque. En tout cas, après, ça nous a amené ça finalement la troisième journée de compétition, même si c'est finalement la deuxième véritable journée de stream. Ouais, À ce moment-là, mine de rien, tu as démontré ce que tu savais faire en skill. Tu as peut-être pris pas une pilule, mais je pense que psychologiquement parlant, de se dire, ah ouais, quand même, en termes de force brute, il y a du client. Et puis voilà, et tu dois avoir une satisfaction par rapport au trail. Et puis on est sur une deuxième journée qui, pour nous, d'un œil extérieur, à cause de la constitution des épreuves, était beaucoup plus dure à lire euh, dans son déroulé. Même si je crois qu'avant ça, tu as vécu le DT. Il me semble que c'est aussi sur cette même journée. C'est sur le premier jour, le DT? C'est trois ouais, épreuves le même jour? sur le Ouf. premier tour. En fait, on avait fini très très tard. Il y a un orage qui est passé en début de journée. Donc on a Ok. été 2 heures. Donc on a fini, ouais, on avait fini à 9h, 9h30 du soir. Donc c'était relativement tard quand même. Surtout qu'on recommençait tôt le lendemain. Euh, ouais. Et ouais, cette première journée, enfin deuxième journée, psychologiquement n'a pas été facile parce que je me suis retrouvée 18e à la fin de cette journée-là. Qui était carrément pas ma place, hein. Je veux dire, j'étais vraiment pas satisfaite d'être là. Donc il fallait vraiment se bouger le cul sur les deux suivantes. Mais je veux dire, j'en ai parlé, André en a parlé, et c'était vraiment une journée d'adaptation. Voilà, comme on dit, c'est la première fois que je me confronte à ces filles-là et à ce niveau-là. Et ça bouge pas comme chez nous. Euh, des points forts chez moi, pas des watts que j'aurais gagné chez moi, c'est pas des watts que j'allais gagner là. Donc il a fallu vraiment changer son plan d'attaque et ce qu'on a fait sur les deux suivants. Ouais, de toute façon, il y a un truc, hein, c'est que même si toi, tu as un certain archétype d'athlète, bah, c'est sûr que quand tu es face à on va dire certains athlètes un peu, je veux dire hors du commun, parce que toi aussi, tu es hors du commun. Mais en tout cas, avec des facultés encore plus resserrées, encore plus ciblées, c'est dur d'aller chercher une Elite Turner sur ses forces, c'est dur d'aller chercher une Del Spiegel sur ses forces. Donc, il faut revenir à la base de la méthode. Et en fait, voilà, et c'est le généraliste hein, qui va l'emporter. C'est comme ça que des filles comme Prévost, Dahlstrom, et même Toris Dottir arrive quand même toujours à rester au haut niveau pendant longtemps. Mais en tout cas, je vais aussi dire d'un œil extérieur en plus, plus le week-end a avancé, tu vois, plus le nom de Angonaise, on a commencé à l'entendre, c'est dans la voix des commentateurs. Et tu sais, ça pour moi, c'est un conseil de mec complètement extérieur. Hein, mais en fait, être capable de faire ça, d'attirer un petit peu l'attention des gens qui sont en dehors. C'est hyper important parce que ça contribue à raconter ton histoire, tu vois. Et les choses qui font, par exemple, qu'aujourd'hui, des gens comme Willy Georges ou peut-être André, ils ont aussi leur place dans le paysage, tu vois, du haut niveau. C'est aussi parce qu'à un moment donné, sur certains rendez-vous, bam, tu vois, on les a vus. Tu vois, Willy, quand il a fait top 10 sa première année, bam, il a gagné ses galons. André, le face-off, tu vois, que ce soit au gros sandbag ou à l'altéro face à Matt Fraser, bim, c'est des trucs qui impactent. Ouais. Et plus on a avancé dans le week-end, plus toi, tu as commencé à avoir des moments comme ça. Mhm. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, un petit mot juste pour le fun. Hein. Pareil, on parlait des skills. Je voulais vraiment dire aussi, en regardant aussi la compétition de loin, que qu'en ce qui concerne la maîtrise des compétences, euh, bah, t'as rien à envier aux autres filles. Là, on est sur une espèce de ce qu'ils ont appelé le duel. Donc, c'est une série de sprints qui s'enchaînaient. Tu avais déjà monté une corde aussi haute que ça en legless parce qu'elle a l'air d'être sacrément haute. On s'y était entraîné quand même. Moi, la mienne à la maison est très très haute, donc oui, 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 si, c'est pas la première fois. Bah, je sais pas si tu as eu l'occasion de revoir cette vidéo. Ok, Non. donc là on te voit, tu es juste derrière Del Spiegel. Bah écoute, c'est pas compliqué hein, sur cette partie-là. Tu dégommes les gens qui sont sur la même ligne que toi. Ça monte vite, ça descend vite, ça va vite à la barre. Et bah, autant je sais qu'on est là en tant qu'athlète, des fois on veut chasser toujours ses faiblesses, mais ça fait du bien une fois de temps en temps de voir ses forces. Et là, moi je dis ah ouais, d'accord. Elle a pas décidé de rigoler. Tu vas Ouais. devoir la monter, s'asseoir hyper vite. Ouais, Allez, merci, au revoir. Tu vois, tu es la ouais, première sur le tapis, hein, tu es la première arrivée à la barre. ouais. Et je pense que parfois, ça fait du bien aussi de savoir que où est-ce qu'on peut manger ses petites camarades de jeu. Elle était comment cette épreuve? Parce que moi, je trouve ça toujours hyper dur quand c'est très resserré comme ça. Ah, c'est génial. Moi, j'adore ce genre d'épreuve. C'est bouger très très vite, c'est sans trop réfléchir. C'est chouette. En plus, c'est des petits duels à chaque fois, donc tu as l'occasion de t'améliorer à chaque passage.
Non, moi, j'ai adoré le duel. Et là, si tu re-regardes ce moment-là, je pense que là, paradoxalement, c'est là le turnover de la compétition. C'est la première fois vraiment que les commentateurs, ils mentionnent fort ton nom, etc. Ils te détectent parce que ça va vite, ça court vite. Et à Ouais. partir de là, moi, je trouve que même ta compétition, elle prend une autre allure. Mhm. Et sans parler de cette épreuve dont tu vas pouvoir nous parler, qui a dû être redoutée par beaucoup, mais l'épreuve du log. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Bah, pour moi, c'était une bonne nouvelle, hein, cette histoire de log, parce que c'est de la force, enfin, c'est des skills techniques. Donc, j'étais impatiente. En plus, j'avais l'occasion d'en pratiquer un petit peu et je savais que j'allais être capable de faire quelque chose de bien. Même si on est presque, allez, allez, dans 50%, on est toutes à peu près au même niveau. Mais c'est clair que pour certaines personnes, non, c'était pas une bonne nouvelle parce que c'est de la force pure, c'est à celle qui a le dos le plus costaud, celle qui a pas peur de vraiment archer son dos derrière. Enfin, il faut vraiment se faire confiance, hein, parce que quand tu forces le log pour l'avoir sur les épaules, par moment, tu te dis, j'espère que mon dos va tenir le coup quand même. Et ça, c'est de la renfo pour ça, donc non, ça c'était vraiment très très chouette. Puis moins de stress aussi, tu sais, moins de pression parce que c'est pas un WOD, tu dois pas aller le plus vite possible. Voilà, c'est soulever un log et il y avait un peu moins de pression et c'était plus détendu dans le field. Et puis en plus, tu as des plans pendant cette épreuve-là où on te voit, là, tu es vraiment au milieu des autres filles, dans les échanges, etc. À un moment, tu parles avec un mec qui s'occupe de la gestion des athlètes. Là, on te voit, hein, franchement, sur cette épreuve-là, on te voit sauver, enfin sauver, même pas sauver, mais vraiment ne pas avoir peur de prendre le temps, de te replacer. Tu es resté avec le log plusieurs secondes sur les épaules. Tu vois, enfin, je veux dire, ça montre aussi un niveau de maîtrise certain, bon, ça n'en doutait pas aussi un niveau de discernement, c'est-à-dire que tu vois combien de personnes arrivées à ce niveau-là, Mhm. soit n'ont pas la ressource, tu vois, de presser, soit simplement bah, restent trop longtemps dans cette position-là et puis finalement se loupent. Mhm. Et toi, c'est pas ton cas. Et t'avais combien sur le log le plus lourd que tu as levé là? Bah, écoute, je sais plus parce que c'était des LBS, mais c'était pas des LBS comme d'habitude parce que le log, tu charges pas comme tu veux en fait. Je pense que le dernier que j'ai fait c'était 87, Ok, ok. 88. C'est quoi, c'est 190 livres, c'est quelque chose comme ça? Un peu Ouais, plus peut-être, 200? ouais, ouais, 190 je pense. En tout cas, ouais, ça a bien envoyé la sauce. Et puis, on a vu ta force une nouvelle fois hein, dans tout ce qui se passe en termes de presse au-dessus de la tête. Franchement, tu es très, très forte dans ce type d'exercice. Ouais. Et ça s'est revérifié sur une épreuve qui pourtant a mis un tampon à beaucoup, beaucoup de monde, qui était ce qu'ils ont appelé le snatch and press. Ok, qui est cette épreuve dans laquelle les athlètes, une nouvelle fois, ont dû faire face à du handstand push-up en déficit. Et là, toi, par contre, à partir de là, c'est fini, hein, tu bégayes plus, toi, dans ta compétition. Ouais, ouais, comme tu as dit, hein, tout ce qui est dans le haut du corps, je suis très très forte. Ça a toujours été un point fort. Et ouais, ce WOD-là, je l'attendais un peu avec impatience. Je savais que j'allais bien faire dessus parce que les handstand push-up sont une force. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous ont mis un standard d'handstand push-up fixe. Donc, on ne pouvait pas adapter les parallèles à notre placement de main habituel. euh, qui pour moi m'a pas dérangé parce que à la maison je me pose pas toujours la question de me dire si je les mets plus larges ça va être plus facile, plus serré, plus difficile ou plus proche, moins loin. En fait parfois je mets juste mes parallettes et je me dis débrouille-toi avec ça et si c'est pas confortable bah c'est pas grave, au moins comme ça tu seras prête. Et je sais que quand ils ont annoncé ce standard-là au briefing, il y a des athlètes qui ont râlé, qui ont dit mais c'est pas un bon standard, on n'a pas tous la même taille de bras, moi j'ai des trop grands bras, moi j'ai un dos plus court, si et ça. Enfin bref, c'est vraiment parti en freestyle. Et puis il y a Cara Webb qui s'est énervée sur ces filles-là et qui a dit ouais mais vous quand il y a des wall balls, nous on demande pas qu'on descende la cible. Et là ça a calmé tout le monde. Et puis voilà, le head judge et organisateur les a tout engueulés. Ils ont dit maintenant, vous vous taisez, de toute façon, on changera rien du tout. Et du coup, Laisse-moi deviner, ce head judge, il s'appelait pas Drake, par hasard? Drake, mais il m'a vraiment fait rire parce que pendant 2 minutes, il a regardé les filles se renvoyer la balle de ping-pong. Là, ça partait vraiment en freestyle. Et puis à un moment, il a posé sa voix. Il a dit de toute façon, on changera rien du tout. Et là, elles se sont toutes tues comme pour dire ouais, bah c'est bon, stop.
Ouais, ça me surprend pas du personnage. Tu sais que c'est grâce à lui que je suis rentré au séminaire staff. Ouais, C'est-à-dire que quand il est pas arbitre ou membre de l'équipe des Games, c'est quelqu'un qui pendant très longtemps a été du coup directeur de formation au staff. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a donné à la fin des examens, qui m'a donné le dernier feu vert. Et c'est un mec, tu vois, on dirait un ours comme ça, c'est oui. très ronchon. C'est le mec le plus adorable de la Terre. Mais je reconnais bien ça. Tu vois, j'avais pas besoin il me fallait pas beaucoup d'indices pour savoir que c'était lui. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, à partir de là, vraiment, on continue à avancer. C'est le troisième jour de compétition, enfin, du moins, le quatrième, on approche un petit peu de la fin. Et là, moi, d'un œil extérieur, on me sent libéré, même avec André. Il m'envoyait, tu sais, une petite note sur ce qu'il voyait de ta journée chaque jour pour que je puisse la mettre dans des posts et et des articles. Et voilà, il me dit le même truc que ça y est, à partir de là, t'es libéré, t'as trouvé ton rythme. Et j'ai l'impression que ce rythme, tu l'as gardé jusqu'au bout de la compétition. Est-ce que la dernière journée, pour toi, c'est une journée davantage plaisir, même si là, on est en train de regarder ce autre qu'on appelle le gobelet, et je vois pas trop où est le plaisir là-dedans. Mais comment t'es toi dans ta tête? Bah écoute, c'était le dernier jour et c'est là où tu peux ou gagner des points ou en perdre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je trouve que mon corps avait vraiment bien récupéré de la nuit précédente. Donc, je me sentais en forme. Euh, bah, c'est clair que la fatigue commence à se faire sentir parce que bah, psychologiquement, tu sais, c'est difficile de se dire, allez, il faut encore se battre sur un WOD. Il faut encore se battre sur un WOD. Il y a encore un WOD sur lequel il ne faut pas se laisser faire. C'est plus difficile mentalement que physiquement. Euh, Et bah, il y a eu le snatch and press. Heureusement, c'était pas un WOD trop long, donc ça n'a pas, je veux dire, ça nous a pas explosé dès le début de la journée. Et puis il y a eu en effet bah, le gobelet là que tu es en train de montrer en vidéo. Et là, par contre, c'était un WOD que je redoutais parce que bah, c'est long, hein, c'est 7 tours, c'est 7 ring muscle up. La rampe, enfin la côte, monter, descendre, 11 gobelets squat. Alors les gobelets squat, ça a l'air tout con. C'est un exo qu'on fait en renfort souvent. C'est horrible. Les gobelets squat, c'est vraiment horrible. Moi déjà, j'aime pas les squats en WOD, mais là, c'était vraiment pas gai. Et je redoutais un peu, même si les ring muscle up sont un de mes plus gros points forts, euh, je redoutais le format parce que c'est de la course, c'est des squats. Et je sais très bien qu'il y a des filles qui courent beaucoup mieux que moi, beaucoup plus vite. Je sais très bien qu'il y a des filles qui vont squatter ça avec beaucoup plus d'aisance. Donc moi, je misais vraiment tout sur les muscle-up. Et ils avaient mis un time cap très serré, donc ils avaient mis un time cap de 15 minutes. Et au téléphone avec André, on s'est dit oui, 15 minutes, personne va le terminer. Enfin, chez les filles, en tout cas, ça va être... il y a peut-être une personne qui va le finir, mais franchement, c'est presque impossible. Et on s'était dit, ça fera 5 tours sûr et certain, plus ce qu'on peut gratter. Alors il m'a dit, dans ta tête, pars sur 5 tours, psychologiquement c'est plus facile. Donc j'attaque le WOD en petite guerre avec Ariel Lowen au début et puis avec Emma McCade. Ça je savais que Emma et moi on allait se battre sur ce WOD-là. Je termine 5 tours, je regarde le chrono, on était à 9 minutes 30 et là je me dis merde, putain ça va être beaucoup plus. Et en effet, et après je me suis dit, bon, bah voilà, embrace the pain, et puis keep the pace, et on s'est suivi, Emma et moi, et je pense que si elle n'avait pas été là et que moi j'avais pas été là, on n'aurait pas fait les résultats qu'on a fait toutes les deux, parce que ça a vraiment été, tu sais, un peu comme une petite guerre. Elle était devant, puis j'étais devant, puis elle était devant, puis j'étais devant. Et c'était génial comme WOD, mais il a vraiment été me chercher très très loin. Physiquement, c'était vraiment un peu les dernières ressources du week-end, quoi. On était explosés, vraiment. C'est marrant parce que sur le snatch and press aussi, c'est pareil, hein, on ne voit pas trop à la vidéo où il faut prêter attention, mais tu termines aussi dans la foulée de McCoy. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a peut-être certaines similitudes. Quand tu attaques la troisième journée, si on a fait un grand bond en avant, mais tu termines ta première journée 18e, ok? Je suis très cru dans mes propos, mais tu es aux fraises, d'accord? Ouais, ouais. Euh, quand tu termines, et là, quand tu abordes ta dernière journée de compétition, tu es combien au classement? Euh, Là, je pense, je commence la dernière journée de compétition, je suis 13e. Ok. Après Goblet, je suis 10e ex aequo avec Ariel Lowen.
Et du coup, ça m'amène à mon autre question, parce que tu parles de la fatigue qui est accumulée, etc. Moi, ma question, c'est comment tu fais pour rester engagé, comment tu fais pour rester dans le game, alors que, entre guillemets, t'as pas de résultat à aller chercher, tu vois. Genre, tu aurais pu complètement te laisser aspirer, absorber et dire, bah, vas-y, fuck it, je termine. Et en fait, non, moi, j'ai l'impression que plus t'es rentré dedans, plus tu t'es rendu compte que finalement, les filles auprès de qui tu étais, même si elles sont extraordinairement fortes, hein, c'est pas la question, mais que finalement, toi aussi, t'es forte. Et j'ai le sentiment que plus tu as réalisé ça, bah, plus finalement, tu as continué à pousser de plus en plus fort, même sur ces dernières épreuves de compète. Comment tu as fait pour avoir cette ressource-là, cette envie-là? En fait, je peux pas te dire que je le fais d'une certaine façon. Je pense que c'est quelque chose que tu as en toi ou non, en fait. C'est clair qu'il y a des athlètes au ROG, notamment, qui se sont dit, OK, je suis là, c'est bien, allez, on donne tout ce qu'on a et c'est une super expérience. Mais j'ai vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui veut pas être juste average, tu vois. Je veux pas juste être dans la moyenne. C'est moi ce que je veux au plus profond de moi, c'est être la meilleure. Et je pense que c'est quelque chose, soit c'est quelque chose qui t'obsède toute ta vie, soit c'est quelque chose où tu l'as de temps en temps, mais pas tout le temps, tu vois. Et moi, genre, ça prend toute la place dans ma vie. Je veux dire, Tim Grover a dit Wins never sleep, never let you sleep, and don't understand that you have to sleep. C'est la même chose. Je veux dire, moi, mon obsession, enfin, parfois, elle m'empêche de dormir, tu vois. C'est vraiment quelque chose. Je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas, sans vouloir dire que je suis meilleure qu'une autre personne. C'est juste que c'est à la fois un don et une malédiction, en fait. C'est comme je le dis souvent dans ce que j'écris, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est la même chose. Et, euh, et ça, je fais un transfert avec moi là pour le coup, parce que j'ai parfois ce même genre de problème, même si c'est pas du tout, tu l'auras compris, lié à la performance, mon obsession. Mais des fois, c'est lié au boulot. Et j'ai vu quand même pendant tout le temps de la compétition, euh, ton homme, tu vois, ton mec avec qui tu partages ta vie, il a quand même l'air d'être très proche de toi. Comment est-ce qu'il vit, lui, de vivre avec ces deux personnes quelque part? C'est pas toujours facile hein, pour l'entourage proche, mais j'ai l'impression que ça fit grave. Comment est-ce que lui, il vit ça du coup? Bah, écoute, je pense que il aurait adoré être là pour le podcast pour t'en parler, je pense. Non, c'est clair, ça doit pas être facile. Je pense carrément, j'ai le meilleur rôle dans l'histoire, hein. Je veux dire, je pourrais pas être à sa place. Non, ça doit être très difficile parce que, en plus, je suis quelqu'un qui montre pas beaucoup d'émotions. Et je veux dire, par exemple, je prends l'exemple du deuxième jour, quand je termine ce jour-là à la 18e place, bah, c'est clair que c'est horrible pour lui parce que c'est, je veux dire, je suis ça ou dormir avec un mur, c'est la même chose en fait. Je parle pas, je fais la gueule, je mange, je vais me laver, je vais me coucher. Il n'y a pas un son qui sort de ma bouche en fait. C'est ça. Et puis s'il essaye de briser un peu la glace, il se fait vite rembarrer parce que non, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de voir personne. J'ai juste envie d'être le lendemain pour remettre les choses à leur place. Et non, c'est clair, bah, ça c'est une dédicace à tous les copains, coachs. Voilà, bravo. Bravo. Eh, mais cela étant dit, tu sais qu'il est invité au podcast quand il veut, hein, parce que faire parler des entraîneurs, faire parler des gens qui des fois ont un œil extérieur, hein. Voilà, c'est Ouais. vrai que des fois, dans ce genre de duo, tu as toujours quelqu'un qui attire la lumière, c'est par la force des choses, mais très souvent, tu vas te rendre compte que derrière toute réussite, il y a quand même des gens qu'on voit moins et qui sont là dans tous les projets, donc ouais, ça passe pas inaperçu. En tout cas, voilà, ça nous amène ça à la fin à la fin de la compétition. Et, euh, et du coup, bah, quand même de quoi être content. Un heavy grace, au moins, j'imagine pour toi le moyen de lâcher les watts sur cette dernière épreuve sans trop te poser de questions. Tu as pris du plaisir quand même à ce dernier WOD. Oui, 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 bien sûr. C'était le dernier. C'est un format que j'aime bien parce que faut pas vraiment réfléchir en fait. Heavy Grace, il n'y a pas vraiment de stratégie. Il faut... Déjà, c'est sûr, ça allait être tout un par un parce que à frais, peut-être qu'on peut faire genre deux, trois reps en touch and go, mais là, c'est le 10e WOD. Non, c'était du un par un, c'est clair. Euh,
Et il faut juste garder le pace. Et si tu en vois une autre passer devant, essayer de la suivre. Voilà, il n'y a pas vraiment de stratégie. Et c'est carrément lâcher les watts, donner vraiment tout ce qui nous reste, même s'il reste plus grand-chose à ce stade-là. On est toutes un peu dans le même état. Mais non, c'était chouette. Et en même temps, c'était un peu triste parce que tu franchis la ligne d'arrivée une dernière fois. Et tu te dis, ben, c'est déjà fini en fait. On a envie de tout recommencer. Ça passe vraiment vite. C'est tout le truc, parce qu'en plus, c'est énormément de préparation pour arriver à ça. Et puis en plus, dans cette épreuve-là, c'est vraiment une épreuve pour toi, je pense, dans le sens pour toi, pour chaque athlète, pour lui-même, dans le sens où le fil, il est tout allongé. Vu que vous avancez sensiblement toutes au même rythme, c'est dur quand même d'avoir une belle visualisation sur qui est où. Le WOD, il va être long. Et puis comme tu dis, tu as le corps quand même qui s'est bien fait tabasser. Mais donc, au final, une belle expérience, du coup. Vécu au Texas, t'as rapporté un beau chapeau, une grosse boucle de ceinture. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, une sacrée expérience bah, de la compétition, carrément, et humaine aussi. C'est une toute autre mentalité là-bas. J'ai vraiment découvert une toute autre façon de vivre la vie et de voir les choses. Les Texans sont des personnes très avenantes, en fait, sans attendre forcément en retour. Je veux dire, c'est des actions gratuites tout le temps. Pour faire plaisir et puis pour faire découvrir leur Texas aussi un peu aux étrangers. Et puis la communauté CrossFit américaine est incroyable. C'est très différent de chez nous. Je veux dire, allez, moi, on ne me connaissait pas là-bas. J'étais un peu la rookie de la compétition. Et je veux dire, à chaque sortie de WOD, c'était des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient te demander des autographes, des photos, te féliciter. Il y a même des personnes, leur plaisir de la compétition, c'était même pas d'être proche du field pendant la compétition, c'est d'être vraiment le long de la rambarde, de là où on descendait et où on montait sur le field, juste pour pouvoir nous checker. Il y a des personnes qui restaient là toute la journée, juste pour pouvoir nous checker, nous dire félicitations, prendre une photo, échanger deux mots avec toi. C'est des choses que j'ai jamais vues ailleurs. C'est des choses que j'ai jamais vues. Pourtant, en France, c'est la plus grosse communauté qu'on a en Europe, je pense. J'ai jamais vu ça. Je veux dire, on m'a jamais demandé d'autographe en France, tu vois. Et pourtant, on me connaît. C'est une culture, je crois, Ouais. autour du sport aux États-Unis qui est tout autre. Et puis c'est aussi une culture dans laquelle on porte un regard très positif sur la réussite de l'autre. Mhm. C'est-à-dire que tu as quand même cette idée-là. Si un jour tu vas voir un match de sport collectif, aussi aux États-Unis, que ce soit du basketball, moi j'ai vu basketball et hockey aux États-Unis, il y a aussi cette culture du divertissement, c'est-à-dire que tu vois, les gens se huent, se bouent et compagnie, mais c'est du show. C'est-à-dire que le public fait partie intégrante en fait de l'event. Et je pense que j'en ai parlé souvent, c'est encore ce qui nous manque en France. On fait beaucoup de compétitions autour de l'athlète ou des athlètes, des participants en eux-mêmes, voilà, pour qu'ils aient une expérience qui est cool. Mais on a besoin de penser finalement au public. Et je pense que c'est hyper important parce que ce sera le seul moyen de step up et de faire grossir la partie sport de ce qu'on fait et du CrossFit, parce qu'on le sait, tu l'as vécu, tous ces rendez-vous à organiser, pour les organisateurs, financièrement, c'est lourd, mais tous ces événements auxquels il faut participer, pour les compétiteurs, c'est très lourd, et organiser une vraie saison d'athlètes semi-pro ou pro qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui le sport de CrossFit, ça coûte vite aussi cher qu'un mec qui va faire une saison de rallye où tu payes peut-être 30 ou 40 000 balles pour entretenir ta voiture. Bah là, c'est pareil, tu as tes voyages, tu as tout. Et ça passe par créer cette culture, entre guillemets, de l'amusement, du partage, etc. Et puis pour le Texas, bah ça aussi, je suis content que tu le dises parce que c'est une région que je connais peu, mais très souvent sur les États-Unis, les gens ont parfois plein de préjugés. Alors attention, je ne dis pas que tout est beau aux États-Unis, hein, loin de là, mais je trouve que notamment sur ces États-là, un peu les États du Sud ou les États un peu traditionnels qu'on peut vite diaboliser, en fait, les gens, je parle des humains qui y vivent, ils sont comme tu les décris, c'est-à-dire genuine, tu vois, ils sont vraiment dans le partage, une gentillesse folle, jamais un mot plus haut que l'autre. Et c'est très étonnant quand tu es européen, quand tu arrives dans ce genre d'environnement, où c'est où tu peux engager facilement la conversation avec les gens, c'est assez ouf, quoi. C'est assez ouf. Mhm. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est voilà, c'est deux cultures différentes en fait, c'est tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication. Et peut-être que ça va évoluer en Europe aussi. Et c'est vrai que nous, le CrossFit est arrivé plus tard, donc peut-être que ça va prendre plus de temps.
Et qui sait, il faut voir sur les années à suivre. Écoute, en tout cas, il y a des bons ambassadeurs qui sont là, des gens qui vivent aussi des aventures qu'on a envie de suivre, donc ça peut contribuer à ça, t'en fais partie. Et ça m'amène du coup à le dernier tronçon, la dernière question un petit peu de notre échange matinal pour que tu puisses, j'imagine, aller t'entraîner et moi aller manger des œufs. Je voulais savoir, voilà, maintenant que tu as fait ça, qu'est-ce que c'est tes objectifs? Comment va s'organiser ta saison? Si on a envie de continuer à suivre les aventures du requin blanc Manon Angonaise, où est-ce qu'il faut être focus? Déjà, il va y avoir Dubaï dans 4 semaines, qui est ma dernière étape de cette année. Puis directement après, j'enchaîne, la semaine juste après, j'enchaîne avec les championnats du monde altéro, mais avec moins de pression que l'année dernière. Je veux dire, je l'ai fait parce que j'ai la chance de pouvoir y aller, tout frais payé par ma fédération, donc c'est une super expérience, mais sans but de performance ultime. Et puis après, je vais prendre une petite pause quand même, c'est les fêtes de Noël. J'ai fait une grosse saison, donc profiter un petit peu de la fin d'année avec mes proches. Et puis la saison prochaine, on est reparti. Hein. C'est toujours un peu les mêmes objectifs. C'est avec des objectifs qui changent. Hein. Donc il y a un plan A, mais il y a un plan B, puis un plan C aussi au cas où ça se passe mal, comme cette année. Avec carrément en ligne de mire les Games. Retourner au Rogue, ça va être aussi ma priorité. Et puis après, il faut voir, hein, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une saison, donc voilà. Écoute, on peut imaginer un scénario idyllique, ok? Tu entames ta saison, tu retournes à Berlin pour les semi-finals, parce que je te l'annonce, a priori, ce sera à Berlin que ça va se dérouler. Donc, ta première année, c'était la découverte. Là, tu vas revenir. Je ne serais pas surpris qu'on aille dans la même arène que les régionaux pour être tout à fait transparent, même si j'en sais rien. Peut-être Tu penses aussi? Ouais. Et puis pourquoi pas refaire les games, vivre une belle aventure, et puis du coup, par voie de conséquence, récupérer une nouvelle invitation pour les Rogues, parce que ce serait une belle manière de step up, tu vois. Je pense même que ça peut être un objectif à part entière, de te dire, OK, mon objectif, d'aller aux games, et puis si je vais aux games, c'est de faire une performance suffisamment belle pour me faire réinviter, tu vois, à cette compète où j'ai commencé un peu à écrire mon histoire du haut niveau. Écoute, franchement, Manon, tu verras, on va essayer. J'ai essayé de le faire pendant les Rogues en eux-mêmes. Vu que je travaille le week-end, souvent pour moi, c'est pas évident. Mais on va essayer de faire le maximum pour suivre un peu plus en direct le parcours des francophones qui sont dans ces grands rendez-vous. Dubaï, en l'occurrence, il y en a un paquet. Tu seras aux côtés de Claudia, notamment. Il y a aussi Victor Hofer qui sera là. Il y aura Guillaume Briand aussi qui sera là. Et on essaiera d'être un peu plus on the money. Il y aura moins de décalage horaire. Ce sera aussi un peu plus facile pour nous. Mais quoi qu'il en soit, sache que l'air de rien, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ton parcours pendant que tu n'étais pas là avec un œil vraiment bienveillant et enthousiaste. Moi, j'étais hyper content et je ne suis pas le seul. Et puis, merci de m'avoir accordé le temps ce matin d'échanger. Je sais que c'est précieux. Et voilà, et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Écoute, avec plaisir, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience-là avec toi. Surtout que tu es le premier podcast que je fais depuis les Rogues, donc voilà, tu as l'exclusivité. Bim. C'est ça, c'est le fait quand t'accroches tout le temps, t'as pas le choix. Mais franchement, ouais, non, Manon, toujours un gros plaisir. Et puis si vous la connaissez pas, Manon, allez la suivre sur son compte Instagram, le White Shark, le requin blanc. Ça bouge bien, ça vient un vrai truc, mine de rien, très en lien avec la communauté. Et le fait d'avoir ton garage gym, quand on voit comment tu t'entraînes, c'est inspirant, même les conditions. Je sais que tu as créé une communauté forte. Oui. Je veux dire, ce mug, il vient pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est dur hein, d'être un athlète et en même temps d'être un coach. Et je sais Mhm. que tu as réussi à porter les deux casquettes. Moi, je lis souvent les commentaires des gens qui ont la chance de t'entraîner chez toi et je sais que tu fais vivre des vrais trucs. Donc, franchement, moi, je suis hyper fier de te connaître et de t'avoir rencontré à des moments où tu avais des ambitions assumées au tout début de ton parcours. Et ouais, je suis hyper content de la tournure que ça prend. Donc, lâche pas le steak et puis fais-toi sponsoriser par Gorek. Ok, c'est une marque cool. J'aimerais bien, j'aime beaucoup cette marque. On va, je vais peut-être te présenter quelqu'un. Ça marche. Ça marche. Allez, passez une très très bonne journée à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Partagez, likez ça autant que vous voulez. Manon, elle mérite. Et puis on se revoit nous très très vite de toute façon après les Dubaï. Ciao. Ciao.